Le jour de la fête des mères, ma fille a offert à sa belle-mère une bague de $20 000 et une croisière. J'ai eu une fleur en plastique de $5 et une note. Le lendemain, elle m'a appelé 28 fois, « S'il te plaît, maman, ne vends pas l'entreprise. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. J'ai 67 ans, et je pensais avoir connu toutes sortes de chagrins que la vie pouvait offrir. J'avais tort. La fête des mères a commencé comme n'importe quel autre dimanche. Je me suis réveillé dans ma maison vide, j'ai préparé du café pour une seule personne, et j'ai essayé de ne pas penser à quel point tout était devenu silencieux depuis le décès d'Harold il y a 3 ans. Le silence me réconfortait avant, mais dernièrement il me rappelait seulement toutes les conversations qui n'auraient jamais lieu. Walia avait appelé la veille au soir, sa voix distante et formelle. « Maman, nous brunchons chez la mère de David demain. Tu devrais venir. À 13h précise. Tu devrais venir, pas, nous serions ravis de t'avoir ou s'il te plaît, rejoins-nous, juste une obligation déguisée en invitation. » Je suis arrivé chez Patricia précisément à 13h. L'allée était déjà pleine de voitures coûteuses, et j'entendais des rires s'échapper du jardin. Patricia avait toujours été tout ce que je n'étais pas, polie, sociable, élégante sans effort. Sa maison ressemblait à quelque chose d'un magazine, tout en marbre blanc et en fleurs fraîches. Quand j'ai franchi le portail, je les ai vus rassemblés autour de la table du patio. Walia était assise à côté de Patricia, leurs têtes proches, partageant une blague privée. Mon gendre David faisait un barbecue, agissant en tout point comme le fils dévoué que Patricia l'avait élevé à être. Colin appela Patricia, son sourire parfaitement exercé. « Si heureuse que tu aies pu venir. » Walia leva les yeux et me fit un rapide signe de tête. « Salut, maman. Tu peux t'asseoir là-bas. » Elle désigna une chaise vide à l'extrémité de la table, loin de la conversation principale. Je m'assis tranquillement, regardant tout le monde discuter de choses dont je ne faisais pas partie. La sœur de David était là avec ses enfants, les amis du club de bridge de Patricia, même les voisins. Tout le monde semblait appartenir, sauf moi. Puis vint l'échange de cadeaux. « Oh, Patricia, nous avons quelque chose de spécial pour toi, » annonça Walia, se levant avec une excitation que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. David apparut à côté d'elle, portant une petite boîte en velours et une enveloppe. Patricia halta quand elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant éblouissante, le genre qui capte la lumière de l'autre bout de la pièce. « Walia, chérie, c'est trop. »« Ce n'est pas trop pour la femme qui a élevé un fils si incroyable, » s'exclama Walia, serrant Patricia fort dans ses bras. « Et il y a plus. » L'enveloppe contenait des billets de croisière, 2 semaines en Méditerranée, et hébergement en première classe. Patricia se mit réellement à pleurer, et tout le monde applaudit pendant qu'Walia rayonnait de fierté. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. $20 000 au moins, peut-être plus. Et maintenant pour grand-mère Colin, dit David, bien que sa voix ait perdu un peu de son enthousiasme. Walia s'approcha de moi portant un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une fleur en plastique, le genre que l'on trouverait dans un magasin à $1, et une carte qui semblait avoir été prise à la dernière minute dans un rayon de pharmacie. J'ouvris la carte. Le message imprimé disait « Joyeuse fête des mères ». Et en dessous, de l'écriture d'Walia, « Merci pour tout, maman. Merci pour tout », comme si j'étais la caissière d'un supermarché. La table devint silencieuse. Je sentais tout le monde me regarder, attendant ma réaction. Patricia s'éclaircit la gorge avec inconfort. Même David semblait embarrassé. C'est charmant, réussis-je à dire, ma voix à peine audible. Merci, ma chère. Mais Walia s'était déjà tournée vers Patricia, lançant une histoire animée sur les destinations de croisière qu'elles avaient choisies. La conversation continua sans moi, et je restais là, tenant ma fleur en plastique de $5, me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années. Je restais encore 1 heure, regardant ma fille prodiguer de l'attention à une femme qu'elle connaissait depuis 12 ans tout en me traitant comme une arrière-pensée. Quand je dis enfin que je devais partir, Walia leva à peine les yeux. « Merci d'être venue, maman. Conduis prudemment. » Le trajet de retour fut un flou. Je n'arrêtais pas de penser à cette bague, à ces billets de croisière, à la pure joie sur le visage d'Walia quand elle les a offerts. Quand l'avait-elle regardé ainsi pour la dernière fois?
quand avait-elle mis de la réflexion dans quelque chose qu'elle m'avait donné pour la dernière fois? Je me garais dans mon allée et restais longtemps dans la voiture, fixant cette fleur en plastique ridicule. 43 ans à être sa mère, et voilà ce que je valais, une arrière-pensée de dernière minute du rayon des articles en liquidation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène, me demandant où j'avais fait fausse route. J'avais construit une entreprise prospère à partir de rien, employé des dizaines de personnes, contribué à ma communauté. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais échoué à la seule chose qui comptait le plus, être digne de l'amour de ma fille. Je me suis levé et suis allé à mon bureau à domicile, où je gardais tous les documents importants, les relevés financiers, les déclarations de revenus, les contrats commerciaux, tout ce qui représentait le travail de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à me demander pourquoi j'avais construit tout cela. La nuit blanche s'est transformée en semaine blanche. Je n'arrêtais pas de penser à cette fleur en plastique, à la façon dont Walia avait regardé Patricia avec une affection si sincère. Cela me rongeait comme une douleur physique. J'ai décidé que j'avais besoin de réponses. Pas le genre qui vient de la confrontation ou des conversations dramatiques, mais de vraies réponses, le genre caché dans les relevés bancaires et les vieilles factures. J'ai passé le samedi suivant dans mon bureau, sortant des classeurs que je n'avais pas touchés depuis des années. Harold me taquinait en disant que j'étais une accumulatrice, gardant chaque document, chaque reçu. On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin de preuves, lui disais-je. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais besoin de preuves de ma propre maternité. Le premier dossier que j'ai ouvert était intitulé Collège Walia. À l'intérieur se trouvaient des paiements de frais de scolarité, des reçus de chambre et pension, et des dizaines de petites dépenses que j'avais oubliées, des livres, un ordinateur portable, même des contraventions de stationnement qu'elle avait reçues sur le campus. 47 000 $ au total, sans compter la voiture que je lui avais achetée en 3e année quand la sienne était tombée en panne. Mais ce n'était que le début. J'ai trouvé le dossier intitulé Au mariage au aidé. 58 000 $ pour une seule journée, le lieu, les fleurs, le traiteur, sa robe, le photographe. J'avais insisté pour tout payer parce que je voulais que sa journée soit parfaite. Les parents de David avaient contribué avec une caisse de vin. Puis vinrent les dossiers de la maison. Quand Walia et David se sont mariés, ils voulaient acheter une maison dans le quartier exclusif de Riverside. Leur revenu combiné n'était pas suffisant pour l'hypothèque de la maison qu'ils voulaient. Alors, j'ai co-signé. Puis, quand l'entreprise de David a connu des difficultés 2 ans plus tard, j'ai discrètement pris en charge les paiements de l'hypothèque pendant 6 mois. Ils ne l'ont jamais su, je m'en étais assuré. Les paiements de voiture vinrent ensuite. 3 véhicules différents au fil des ans, chacun juste un prêt jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. D'une manière ou d'une autre, ces prêts n'ont jamais été remboursés, et je n'ai jamais demandé. J'ai simplement absorbé discrètement les paiements dans mes dépenses mensuelles. Mais c'est le fonds d'urgence qui m'a vraiment touché. En 2019, l'entreprise de paysagisme de David avait failli faire faillite. Il avait fait de mauvais investissements, fait confiance aux mauvaises personnes. Ils étaient confrontés à la faillite. Walia m'avait appelé en pleurant, implorant de l'aide. J'avais transféré 85 000 $ le même jour. Pas de contrat, pas de plan de paiement, juste une mère qui aide son enfant. Ils avaient acheté le bateau 6 mois plus tard. Je me suis assise sur ma chaise, fixant l'affichage de la calculatrice. Au cours des 15 dernières années, j'avais donné ou dépensé près de 400 000 $ pour Walia et David, études, mariage, maison, voiture, sauvetage d'entreprise, et d'innombrables petites dépenses que j'avais cessé de suivre il y a des années. 400 000 $, plus que la plupart des gens ne voient de leur vie. Et hier, j'avais reçu une fleur en plastique. Le plus douloureux n'était pas l'argent. J'avais fait de bons investissements au fil des ans, construit une entreprise de conseil prospère. Je pouvais me permettre d'être généreuse. Le plus douloureux était de réaliser que ma générosité était devenue invisible pour Walia. Attendue, prise pour acquise. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler nos conversations textuelles de la dernière année. Ces messages étaient brefs, fonctionnels. Peux-tu aller chercher le nettoyage à sec? David a besoin d'emprunter ton camion. Les enfants ont besoin de fournitures scolaires. Toujours à demander, jamais à offrir. Jamais à un comment vas-tu, maman, aléatoire ou je pense à toi. Mais Patricia a eu des billets de croisière et des bagues en diamant.
Je me suis retrouvé à ouvrir mon ordinateur portable et à chercher l'hypothèque de la maison d'Walia. Toujours à mon nom, bien sûr. Les paiements provenaient directement de mon compte professionnel, automatisé il y a des années, pour que je n'ai pas à y penser. Ce compte professionnel, j'ai ouvert les relevés mensuels et j'ai commencé à les parcourir ligne par ligne. Le service de pelouse de David entretenait les terrains de 3 de mes propriétés commerciales. Je le payais 30% au-dessus du prix du marché, même si je ne le mentionnais jamais. Le travail de comptabilité à temps partiel d'Walia pour mes petits clients lui rapportait $1200 par mois pour peut-être 6 heures de travail. Ils n'étaient pas seulement ma fille et mon gendre. Ils étaient mes dépendants. Des adultes dans la trentaine qui avaient structuré tout leur mode de vie autour de mon soutien financier. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu la méchante de leur histoire, la mère distante qui ne les comprenait pas, qui ne pouvait pas se rapporter à leur vie. Ils m'avaient dépeinte comme froide et déconnectée tout en vivant de ma générosité. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon bureau. Des photos couvraient le mur, me montrant lors de divers événements d'entreprise, des prix de la chambre de commerce, des coupures de journaux sur des succès commerciaux. Mais il n'y avait pas de photos récentes d'Walia et moi ensemble. Elle avait cessé de vouloir prendre des photos avec moi il y a des années. L'horloge de mon bureau indiquait 16h30. J'avais parcouru des documents pendant 8 heures, et la situation était douloureusement claire. J'avais passé des années à essayer d'acheter l'amour de ma fille, et tout ce que j'avais accompli était de lui apprendre que j'étais une source d'argent, pas d'affection. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Walia. Maman, le camion de David est tombé en panne. On peut emprunter le tien pour quelques jours? J'ai regardé le message longtemps avant de répondre. Je vais y réfléchir. C'était la première fois depuis des années que je n'avais pas immédiatement dit oui. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé mon avocate. Lundi matin, j'étais assise en face de Margaret Chen, mon avocate depuis 12 ans. Son bureau donnait sur le centre-ville, et je pouvais voir mon propre immeuble depuis sa fenêtre, un rappel de tout ce que j'avais construit au fil des décennies. « Colin, tu as l'air fatigué, » dit Margaret, s'installant derrière son bureau avec une tasse de thé. « Que as-tu en tête ?» J'avais répété cette conversation dans ma tête tout le week-end, mais assise là, les mots me semblaient lourds. « Je veux discuter de la vente de mon entreprise. » Les sourcils de Margaret se levèrent. « Hartwell Consulting ? Mais tu as passé 30 ans à construire cette entreprise. C'est ton héritage. » C'est exactement le problème, dis-je doucement. J'ai besoin de comprendre ce qui arriverait à ma famille si je la vendais. J'ai regardé l'expression de Margaret changer quand elle a réalisé que ce n'était pas une simple question. Elle a sorti un bloc-notes juridique, son masque professionnel se mettant en place. « Explique-moi tes préoccupations, dit-elle. » Au cours de l'heure suivante, j'ai exposé tout ce que j'avais découvert, les paiements hypothécaires, les contrats commerciaux, le réseau de dépendance financière que j'avais involontairement créé. Margaret prenait des notes, posant parfois des questions pour éclaircir, mais son visage restait soigneusement neutre. Donc, si tu vendais l'entreprise, dit-elle finalement, David perdrait ses principaux contrats commerciaux, Walia perdrait ses revenus de comptabilité, et ils devraient se qualifier pour leur hypothèque indépendamment. Exactement. Margaret se pencha en arrière sur sa chaise. Colin, puis-je te demander ce qui a motivé cela? La dernière fois que nous avons parlé, tu parlais d'étendre l'entreprise, peut-être d'intégrer Walia en tant qu'associé. Je lui ai parlé de la fête des mères, de la fleur en plastique et de la bague en diamant. Des années à me sentir comme un distributeur automatique sur pattes. Margaret a écouté sans interruption, bien que je l'ai surprise à grimacer à certains détails. Je vois, dit-elle quand j'ai fini. Et tu envisages de vendre comme un moyen de... Comme un moyen de découvrir qui est vraiment ma fille, dis-je. En ce moment, je ne sais pas si elle m'aime ou si elle aime mon chéquier. Margaret a hoché la tête lentement. Il y a des moyens de faire cela progressivement. Nous pourrions restructurer tes arrangements commerciaux. Peut-être transférer une partie du soutien financier au fil du temps. Non, dis-je fermement. Un changement progressif donne aux gens le temps de s'adapter, de trouver de nouvelles façons de manipuler la situation. Si je dois faire cela, il faut que ce soit net. Nous avons passé 1 heure de plus à discuter de la logistique. Margaret avait des contacts dans le monde du courtage d'affaires, des gens spécialisés dans les sociétés de conseil. Elle a estimé que le processus prendrait de 3 à 6 mois,
selon la rapidité avec laquelle nous agirions. J'aurais besoin d'une confidentialité totale, dis-je. Personne ne doit savoir avant que la vente ne soit finalisée. Bien sûr, mais Colline, une fois que tu auras fait cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Es-tu préparé à la réaction d'Walia? J'ai pensé à cette fleur en plastique posée sur le comptoir de ma cuisine. Je suis préparé à ce qu'elle me montre exactement qui elle est. Cet après-midi-là, j'ai commencé à apporter des changements subtils. J'ai appelé l'entreprise de paysagisme de David et je leur ai dit que j'envisageais de passer à un autre service pour mes propriétés commerciales. Contrainte budgétaire, ai-je expliqué. J'ai besoin d'obtenir des offres concurrentielles. La panique dans sa voix a été immédiate. Madame Hartwell, nous pouvons négocier. Peut-être baisser nos tarifs. Il ne s'agit pas des tarifs, David. Il s'agit d'explorer des options. Ensuite, j'ai appelé mes petits clients qui utilisaient Walia pour la comptabilité. Je leur ai dit que je restructurais mes accords de référence, et qu'ils devraient trouver de nouveaux services dans les 60 jours. Professionnel, commercial, pas d'explication personnelle. Walia a appelé ce soir-là, sa voix tendue d'inquiétude. Maman, Madame Patterson a dit que tu ne référais plus de comptable. Ai-je fait quelque chose de mal? Pas du tout, ma chère. Je simplifie simplement mes opérations commerciales. Mais j'ai besoin de ces clients. C'est mon revenu. Je suis sûr que tu trouveras d'autres opportunités, dis-je calmement. Tu es très capable. Il y eut une longue pause. Maman, tout va bien? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Je vais bien, Walia. Juste occupé par des affaires. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine, fixant cette fleur en plastique. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, le contrôle. Pas le genre qui vient de l'écriture de chèques ou de la résolution de problèmes, mais le genre qui vient de faire ses propres choix. Les semaines suivantes se sont installées dans une routine. J'ai rencontré des acheteurs potentiels, examiné des états financiers, et démêlé progressivement les fils qui liaient mon entreprise au mode de vie de ma fille. Margaret s'occupait de la plupart des aspects juridiques, mais j'insistais pour être impliqué dans chaque décision. Le plus difficile était le secret. Je n'avais jamais été doué pour cacher des choses à Walia, même quand j'aurais probablement dû. Mais cela me semblait différent. Cela me semblait nécessaire. 3 semaines après le début du processus, j'ai reçu un appel de David. Madame Hartwell, j'ai entendu quelqu'un à la chambre de commerce dire que vous pourriez vendre votre entreprise. Est-ce vrai? Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. Les gens bavardent, David, vous savez comment c'est. Mais si vous vendiez, vous nous le diriez, n'est-ce pas? Je veux dire, cela affecterait nos contrats. Si et quand je prends des décisions commerciales importantes, vous serez informés en conséquence. Cette nuit-là, Walia est arrivée à ma porte. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux attachés en désordre, portant un vieux sweatshirt dont je me souvenais de ses années universitaires. Maman, il faut qu'on parle, dit-elle, me dépassant et entrant dans le salon. Les contrats de David, mes clients de comptabilité, maintenant des rumeurs sur la vente de ton entreprise. Que se passe-t-il? Je me suis assise en face d'elle, les mains jointes sur mes genoux. Je réévalue mes priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que j'ai 67 ans, et je suis fatigué de porter les responsabilités de tout le monde. Le visage d'Walia rougit. C'est à propos de la fête des mères? À propos du cadeau? Je suis désolé si tu ne l'as pas aimé, mais on a été vraiment à court d'argent ces derniers temps. J'ai failli rire. À court d'argent alors qu'elle vivait dans une maison que je payais, conduisait des voitures que j'avais achetées, occupait des emplois que j'avais arrangés. Mais je n'ai pas dit cela. Au lieu de cela, je l'ai juste regardé et j'ai dit, ce n'est pas à propos d'un jour, Walia. C'est à propos de comprendre ce qui compte vraiment. Elle est partie 20 minutes plus tard, frustrée et confuse. Je l'ai regardée partir dans la voiture pour laquelle j'avais cosigné, de retour vers la maison où je payais l'hypothèque, mais pas pour longtemps. L'appel est arrivé un mardi matin alors que je révisais l'accord d'achat final. Margaret avait trouvé un acheteur, une plus grande société de conseil cherchant à étendre sa présence régionale. L'offre était généreuse, plus que ce à quoi je m'attendais. Mon téléphone a sonné juste au moment où je signais les documents préliminaires.
L'identification de l'appelant affichait mon numéro de maison, ce qui était étrange puisque j'étais au bureau de Margaret. Bonjour, Madame Hartwell. Ici James Morrison de Morrison et Associés. J'essaie de vous joindre concernant l'acquisition de Hartwell Consulting. Mon sang se glaça. Je suis désolé. Qui est-ce? James Morrison. Mon entreprise gère la diligence raisonnable pour l'achat. J'ai peut-être composé le mauvais numéro. J'essayais de joindre votre bureau. Vous avez appelé mon numéro de maison. Oh, je m'excuse. Quelqu'un a répondu et a dit qu'il était votre assistant. Il m'a donné la permission de discuter des détails de la vente. Je fermais les yeux. Une seule personne avait une clé de ma maison. Une seule personne répondrait à mon téléphone et prétendrait avoir une autorité qu'elle ne possédait pas. Merci d'avoir appelé, Monsieur Morrison. Veuillez diriger toutes les communications futures via mon avocate, Margaret Chen. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma maison. Ça a sonné 4 fois avant qu'Walia ne réponde. Maison de maman, ici Walia. Que fais-tu dans ma maison? Il y eut une pause. Puis sa voix changea complètement. Maman, je pensais que tu étais à une réunion. Je suis juste venu arroser tes plantes. Je n'ai pas de plantes qui ont besoin d'être arrosées. Une autre pause. Plus longue cette fois. D'accord, d'accord. Je cherchais quelque chose. David a dit que tu pourrais avoir de vieux documents fiscaux dont il a besoin. Et tu as répondu à mon téléphone parce qu'il n'arrêtait pas de sonner. J'ai pensé que c'était important. J'entendais les mensonges s'écrouler dans sa voix. Le trajet du bureau de Margaret à ma maison a duré 15 minutes, mais il m'a semblé durer des heures. Je n'arrêtais pas de rejouer cet appel téléphonique, la façon dont Walia avait prétendu être mon assistante, autorisée à discuter d'affaires confidentielles. L'audace de tout cela était à couper le souffle. Quand je me suis garé dans mon allée, la voiture d'Walia était toujours là. Je l'ai trouvée dans mon bureau à domicile, assise à mon bureau avec des papiers éparpillés autour d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son visage un mélange de défi et de culpabilité. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» ai-je demandé. Elle a désigné les documents. « Maman, qu'est-ce que c'est? Tu vends vraiment l'entreprise ?» Je me suis approché et j'ai commencé à ramasser les papiers, accords d'achat, état financier, documents de confidentialité, tout ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Ce sont des affaires privées. Privées? Maman, cela nous affecte tous. L'entreprise de David dépend de tes contrats. Mes revenus proviennent de tes recommandations. Tu ne peux pas simplement vendre sans nous en parler. J'ai arrêté de ramasser les papiers et je l'ai vraiment regardé. Elle avait 35 ans, assise sur ma chaise à mon bureau, exigeant des explications sur des décisions concernant ma propre entreprise. Quand avais-je permis que cela se produise? En fait, Walia, je peux vendre mon entreprise sans consulter personne. C'est mon entreprise. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre famille? Qu'en est-il de notre famille? J'ai répété la question lentement. Quand as-tu commencé à te soucier de notre famille? Son visage rougit. J'ai toujours pris soin d'elle. Tu es ma mère. Suis-je? Où suis-je ta banque? Le silence s'étira entre nous. Dehors, j'entendais le chien du voisin aboyer, le son de la vie normale qui continuait pendant que la mienne s'effondrait. La voix d'Walia était plus petite quand elle parla de nouveau. Maman, si tu es en colère à cause de la fête des mères, je me suis déjà excusé. Nous pouvons faire quelque chose de spécial l'année prochaine. L'année prochaine? Dis-je doucement. Comme l'année d'après et l'année d'après. Toujours l'année prochaine quand il s'agit de me traiter avec respect. Je m'assis sur la chaise en face de mon propre bureau, regardant ma fille comme si je la voyais clairement pour la première fois. Sais-tu combien d'argent je t'ai donné, à toi et à David, au fil des ans? Elle se tortilla inconfortablement. Nous ne t'avons jamais demandé de tenir les comptes. 400 000 $, sans compter l'hypothèque que je paie toujours pour ta maison ou les contrats commerciaux que j'ai arrangés pour David ou les recommandations qui te procurent des revenus. La bouche d'Walia s'ouvrit, puis se ferma. Elle n'avait clairement pas prévu que j'aie des chiffres réels. Je ne te dis pas cela pour te culpabiliser, continuai-je. Je te dis cela parce que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai subventionné toute ta vie d'adulte, et d'une manière ou d'une autre, en cours de route,
tu as cessé de me voir comme ta mère et tu as commencé à me voir comme une ressource. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour parler? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Comment je gérais la mort de ton père? Si j'étais seul dans cette grande maison vide? Son visage se froissa légèrement. Maman, Quand Patricia a reçu une bague de 20 000 $ et une croisière, et que j'ai reçu une fleur en plastique, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de l'intention, de l'attention, de la considération. Tu as passé plus de temps à choisir le cadeau de Patricia qu'à penser au mien. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les mots s'étaient accumulés pendant des années. Tu traites Patricia comme de la famille parce qu'elle ne te donne rien. Tu dois gagner son affection. Mais moi, on s'attend juste à ce que je fournisse, que je soutienne, que j'enable ton mode de vie sans poser de questions. Je t'aime, maman, murmura-t-elle. Tu m'aimes, ou tu aimes ce que je peux faire pour toi? Elle ne pouvait pas répondre à cette question. Nous savions toutes les deux pourquoi. Mon téléphone sonna, brisant le lourd silence. L'identification de l'appelant affichait le nom de David. Ne réponds pas, dit Walia rapidement. J'ai décroché le téléphone. Bonjour, David. Madame Hartwell, Walia m'a parlé de la vente de l'entreprise. Nous devons en parler en famille. Cette décision nous affecte tous. En fait, David, non. Elle m'affecte moi. C'est mon entreprise à vendre. Mais nos contrats, notre gagne-pain. Votre gagne-pain est ma responsabilité depuis trop longtemps. Il est temps que vous deux preniez soin de vous. J'ai raccroché et j'ai regardé Walia, qui me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie. C'est laquelle a commencé à paniquer. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6h47. Le nom d'Walia s'est affiché à l'écran. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Il a sonné de nouveau immédiatement, puis encore. Au moment où j'ai fini mon café, elle avait appelé 12 fois. J'ai finalement répondu au 13e appel. Maman, s'il te plaît. Nous devons en parler. Nous avons parlé hier, Walia. Je pense que j'ai été très clair. Tu ne peux pas simplement détruire nos vies parce que tu es en colère à cause d'un cadeau de la fête des mères. J'ai posé ma tasse de café, sentant cette colère familière monter. Cela n'a rien à voir avec un seul cadeau, et tu le sais. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que je ne suis pas ton distributeur automatique personnel. Je veux que tu me vois comme une personne, pas une source de financement. Je te vois comme une personne. Tu es ma mère. Quand m'as-tu traité comme une pour la dernière fois? Silence. Puis, maman, si tu vends l'entreprise, nous allons tout perdre. La maison, les contrats de David, mes clients. Nous devrons tout recommencer. Oui, vous le ferez. Et c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Elle m'a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Puis encore, puis encore. J'ai arrêté de compter après le 15e appel. Chaque message vocal était une variation du même thème, plaidoirie, négociation, menace, manipulation. Elle a utilisé toutes les tactiques qu'elle avait apprises au fil des ans. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. Maman, David a des douleurs thoraciques à cause du stress. Veux-tu le mettre à l'hôpital? Maman, je suis désolé pour la fleur. Je te le ferai oublier. S'il te plaît, ne vends pas l'entreprise. Maman, tout le monde va penser que tu es vindicative et cruelle. Est-ce vraiment comme ça que tu veux que les gens se souviennent de toi? À midi, elle avait appelé 28 fois. Je le savais parce que j'avais commencé à compter. Chaque appel un témoignage de son désespoir. Elle comprenait enfin ce que j'essayais de lui dire, que toute sa vie était bâtie sur ma générosité, et que j'étais fatigué d'être prise pour acquise. La sonnette retentit à 14h30. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Walia sur mon porche, les yeux rouges et gonflés. David se tenait derrière elle, le visage masqué d'une colère à peine contenue. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Maman, s'il te plaît, commença Walia immédiatement. Nous devons en parler comme des adultes.
Nous avons essayé hier. Tu n'étais pas intéressé par la discussion. Tu étais intéressé par l'accès à mes documents privés et par le fait de te faire passer pour mon assistante. David s'avança. Madame Hartwell, avec tout le respect que je vous dois, cela affecte plus que vous. Nous avons une famille à considérer. Moi aussi, dis-je doucement. Je dois penser à ce qui est le mieux pour ma famille. Et en ce moment, ce qui est le mieux est que vous appreniez tous à vous débrouiller seuls. Le visage d'Walia se froissa. Maman, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous me suppliez maintenant? Quand m'avez-vous demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand m'avez-vous invité à dîner pour la dernière fois, si ce n'était pas une obligation de vacances? Quand m'avez-vous appelé pour la dernière fois juste pour me dire que vous m'aimiez? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Nous connaissions tous la réponse. Je le pensais, dis-je. Vous n'appelez que quand vous avez besoin de quelque chose. Vous ne venez que quand vous voulez quelque chose. Vous ne vous souciez de moi que quand vous êtes sur le point de perdre quelque chose. La colère de David éclata enfin. C'est ridicule. Vous nous punissez d'être prospères, d'avoir construit une vie ensemble. Prospère? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dans mon rire. David, tu as 37 ans et tu n'as jamais payé une hypothèque sur ta propre maison. Tous les revenus d'Walia proviennent de travail que je lui ai arrangé. Vous appelez ça prospère? Nous appelons ça la famille, dit Walia, la voix brisée. Les familles s'entraident. L'aide va dans les deux sens, Walia. Que as-tu fait pour m'aider? Que as-tu apporté à cette famille à part prendre? La question resta en suspens comme un défi. Walia regarda David, puis me regarda à nouveau, cherchant une réponse qui n'existait pas. Je vous ai donné des petits-enfants, dit-elle finalement. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as déménagé à 3 États de distance et tu visites 2 fois par an. Je n'ai pas vu Tommy et Sarah depuis 8 mois. Son visage devint blanc. Même David avait l'air mal à l'aise. Vous voulez savoir à quoi ressemble une famille, continuai-je. La famille de Patricia l'appelle chaque semaine. Ils lui rendent visite sans qu'on leur demande. Ils se souviennent de son anniversaire sans qu'on le leur rappelle. Ils lui offrent des cadeaux attentionnés parce qu'ils font attention à ce qu'elle aime. C'est pourquoi elle a eu la bague et la croisière. C'est pourquoi elle est traitée comme quelqu'un qui compte. Walia pleurait maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Des années de souffrance se déversaient. J'ai passé 30 ans à construire une entreprise pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je voulais vous donner la sécurité, des opportunités, une vie meilleure que celle que j'avais eue. Mais quelque part en chemin, vous avez cessé d'apprécier ce que je vous donnais et vous avez commencé à l'attendre. Vous avez cessé de me voir comme une personne et vous avez commencé à me voir comme une ressource. Maman, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je suis désolé. Je ferai mieux. Je serai meilleur. Tu es désolé parce que tu as peur, dis-je. Tu n'es pas désolé parce que tu comprends ce que tu as fait de mal. David attrapa le bras d'Walia. Viens, nous perdons notre temps ici. Elle a pris sa décision. Mais Walia se dégagea de lui. Non, attends. Elle me regarda avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une vulnérabilité authentique. Maman, qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi ce que je dois faire pour arranger ça. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. 35 ans, pleurant sur le pas de ma porte, posant enfin la bonne question, mais c'était trop tard. Je veux que tu découvres qui tu es sans mon argent, dis-je. Je veux que tu apprennes à valoriser les relations qui ne sont pas transactionnelles. Je veux que tu comprennes que l'amour ne se résume pas à ce que quelqu'un peut te donner. Et ensuite? Si je fais tout ça, changeras-tu d'avis? Je secouai lentement la tête. Walia, je ne vends pas l'entreprise pour te punir. Je la vends pour me libérer. J'ai 67 ans, et je veux découvrir à quoi ressemble ma vie quand je ne suis plus responsable des choix de tout le monde. Je reculai et commençai à fermer la porte. Maman, attends, cria-t-elle. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je fis une pause, la main sur la poignée de porte. Je t'aime aussi, Walia. C'est pourquoi je fais ça. Puis je fermai la porte et l'écoutai pleurer sur mon porche pendant les 10 minutes suivantes avant qu'il ne parte enfin. La vente serait finalisée dans 2 semaines. 3 mois après la clôture de la vente,
j'étais assise sur le porche de mon nouveau chalet, regardant le soleil couchant peindre le lac de nuances d'or et de rose. La maison était plus petite que celle que j'avais laissée, mais elle était mienne d'une manière que l'ancienne maison n'avait jamais été. Pas de souvenirs d'attente déçue, pas de pièces qui résonnaient de déception. Le déménagement avait été étonnamment facile. 30 ans de dossiers professionnels, de contrats et de correspondances, tous emballés et rangés. Je n'ai gardé que ce qui comptait, quelques photos, les livres préférés d'Harold, et la courte pointe que ma mère avait faite à la naissance d'Walia. Le chalet était meublé, ce qui me convenait parfaitement. Je ne voulais pas traîner le passé dans cette nouvelle vie. Les anciens propriétaires avaient laissé des meubles simples et confortables et un jardin qui avait besoin d'être entretenu. Je n'avais jamais eu le temps de jardiner auparavant, mais maintenant je n'avais que du temps. Walia n'avait pas appelé depuis 6 semaines. Le silence faisait mal, mais il apportait aussi de la clarté. J'avais passé tant d'années à mesurer ma valeur par son approbation, ses visites, ses besoins. Maintenant, j'apprenais à la mesurer par ma propre tranquillité d'esprit. La vente de l'entreprise avait fourni plus qu'assez d'argent pour une retraite confortable. J'avais créé une fiducie pour l'éducation de mes petits-enfants, de l'argent qu'ils recevraient directement à l'âge de 18 ans, sans aucune condition ni accès parental. C'était ma façon de m'assurer qu'ils auraient des opportunités sans rendre leurs parents dépendants. J'avais aussi discrètement remboursé l'hypothèque de la maison d'Walia et David, non pas comme un cadeau, mais comme une indemnité de départ finale. Ils possédaient maintenant leur maison libre et sans dette, mais ils savaient aussi qu'ils ne recevraient plus jamais un sou de ma part. C'était le dernier chèque que j'écrirais pour eux. Mon téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Je regardais l'identification de l'appelant. Suzanne, ma voisine d'en face du lac. Nous étions devenus amis au cours du mois dernier, nous lions d'amitié lors de promenades matinales et de verres de vin le soir. Colline, es-tu libre pour dîner demain? Mon fils et ma belle-fille sont en visite, et j'aimerais que tu les rencontres. J'aimerais ça, dis-je, et je réalisais que je le pensais. La relation de Suzanne avec ses enfants était tout ce que la mienne n'avait jamais été, naturelle, réciproque, construite sur une affection sincère plutôt que sur une obligation. Après que nous ayons raccroché, je me suis versé un verre de vin et je suis descendu au quai. L'eau était calme, reflétant la dernière lumière du jour. Une famille de canards passait en pagayant, les bébés suivant leur mère en une ligne parfaite. Mon téléphone vibra avec un message texte. Un instant, mon cœur sursauta, pensant que c'était Walia. Mais c'était de Margaret, mon avocate. Je pensais que tu voudrais savoir. L'entreprise de paysagisme de David a déposé le bilan hier. Walia cherche du travail à l'école primaire. Comment vas-tu? Je regardais le message longtemps avant de répondre. Je vais bien. Merci de m'avoir fait savoir. Je ressentais de la tristesse pour eux, mais pas de culpabilité. C'étaient des adultes qui avaient fait des choix. Maintenant, ils apprenaient à vivre avec les conséquences, comme tout le monde. Un plongeon cria au-dessus de l'eau, son cri lancinant résonnant sur les collines. Je n'avais jamais entendu ce son avant de déménager ici. Il y avait beaucoup de choses que je n'avais jamais expérimentées pendant que j'étais occupé à être responsable de la vie de tout le monde. Demain, je commençais un cours de poterie en ville. La semaine prochaine, je m'étais inscrite à un club de lecture. De petites choses, mais elles étaient miennes, choisies parce qu'elles m'intéressaient, pas parce que quelqu'un d'autre avait besoin que je les fasse. La chose la plus étrange à propos de cette nouvelle vie était à quel point je me sentais légère. Pendant des années, j'avais porté le poids des problèmes des autres, de leurs mauvaises décisions, de leurs difficultés financières. Je pensais que ce poids était de l'amour, mais ce n'était pas le cas. C'était de la complaisance, et cela nous avait tous blessés. Le véritable amour, j'apprenais, signifiait parfois dire non. Parfois, cela signifiait laisser les gens lutter pour qu'ils puissent grandir. Parfois, cela signifiait partir pour qu'ils puissent trouver leur propre force. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre, pas un appel téléphonique ou un message texte, mais une vraie lettre manuscrite. L'adresse de l'expéditeur était celle d'Walia, mais l'écriture était différente, plus soignée, plus délibérée. Chère maman, commençait-elle. J'essaie d'écrire cette lettre depuis des mois, mais je ne savais jamais quoi dire. Je voulais toujours te demander de revenir, de réparer les choses, de rendre tout comme avant. Mais je comprends enfin que la façon dont les choses étaient avant n'était bonne pour aucun de nous.
J'ai posé la lettre et j'ai pris une profonde inspiration avant de continuer. David et moi divorçons. Je sais que tu as probablement entendu parler de la faillite, de moi travaillant à l'école. Cela a été l'année la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus honnête. J'ai dû apprendre qui j'étais sans ton argent, sans ton filet de sécurité. J'ai dû comprendre comment prendre soin de moi. Je n'écris pas pour demander quoi que ce soit. J'écris pour dire que je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir prise pour acquise. Je suis désolé de t'avoir traité comme une obligation au lieu d'une personne. Je suis désolé pour toutes les années que j'ai perdues à être en colère contre toi pour des choses qui n'étaient pas de ta faute. Je comprends maintenant pourquoi tu as vendu l'entreprise. Tu ne me punissais pas. Tu nous libérais toutes les deux. Je regrette juste qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Je n'attends pas que tu me pardonnes, et je ne te le demande pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire. La famille n'est pas ce que tu peux donner à quelqu'un ou ce qu'il peut te donner. C'est être présente, faire attention et se soucier de quelqu'un pour qui il est, pas pour ce qu'il peut faire pour toi. J'espère que tu es heureuse, maman. J'espère que tu as trouvé la paix que tu cherchais. Tu le mérites. Avec amour, Walia. PS, j'ai gardé la fleur en plastique. Elle est sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. Et chaque fois que je la vois, je me souviens du regard sur ton visage ce jour-là. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que je t'avais brisé le cœur. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour me soucier de le réparer. Je suis resté assise sur mon porche longtemps après avoir lu cette lettre, regardant le soleil se coucher sur l'eau. Puis je suis entré et j'ai écrit une réponse. Cher Walia, comment sais-je? Merci pour ta lettre. Elle signifie plus pour moi que tu ne le sais. Mais je ne l'ai pas postée ce jour-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir complètement avant de pouvoir être rouvertes en toute sécurité. Certaines relations ont besoin d'espace avant de pouvoir être reconstruites sur une base de vérité au lieu d'obligation. Peut-être qu'un jour nous nous retrouverions. Mais pour l'instant, j'étais contente d'être libre. Libre de la culpabilité. Libre de la manipulation. Libre du travail épuisant d'essayer d'acheter un amour qui aurait dû être donné librement. J'avais 67 ans, et pour la première fois depuis des décennies, je vivais ma propre vie. C'était suffisant. Maintenant, je suis curieuse de vous, qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.